Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient déjà présents à la table ronde précédente. Ici, donc le sujet de la table ronde, je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier du développeur web. Est-ce que l'IA va remplacer le développeur? Spoiler alerte. Sûrement, mais pas tout de suite en tout cas. On a encore un petit peu de temps, enfin j'espère. Alors désolé pour ceux qui étaient présents à la première table ronde, mais ça va faire doublon. Je vais juste reparler de Techit. Donc nous on organise des événements partout en France, à Bruxelles et au Luxembourg, tout au long de l'année. Mais Techit c'est avant tout un média social, donc spécialisé dans le secteur de la tech, avec des actualités, des offres d'emploi et des événements, toute la liste des événements qu'on organise tout au long de l'année. Je vais laisser du coup pour parler de cette table ronde, présenter les intervenants qui sont à ma gauche, en commençant par Manuel. Bonjour à tous, je m'appelle Manuel, je suis tech lead chez Théodo FinTech, qui est une ESN basée à Paris. Et un de mes enjeux actuels, c'est de comprendre comment on peut faire adopter ou diffuser les outils IA dans notre quotidien. Bonsoir, je m'appelle Aslan et je travaille chez Edenred en tant que tech lead GenAI. Donc mon but c'est de mettre en place tout ce qui est GenAI, les chatbots, les agents et démocratiser ça au sein de l'entreprise. Bonsoir, moi c'est Hugo, je suis indépendant on va dire, développeur depuis plus d'une dizaine d'années. Chef de projet depuis quelques années également, et je travaille principalement sur les intelligences artificielles et de plus en plus sur l'automatisation d'intelligence artificielle pour leur donner plus d'autonomie au sein de mes activités. Merci messieurs. Du coup on va pouvoir commencer, on va pouvoir passer au vif du sujet, à savoir du coup l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier de développeur web. À savoir que l'IA, on va surtout parler d'IA générative, mais l'IA n'a pas attendu ChatGPT pour exister, ça fait bien longtemps que ça existe. Mais du coup OpenAI c'est 2022, 2023, c'est fin 2022 je crois, et donc c'est depuis, en tout cas, ChatGPT, on a vu des avancées, des investissements qui sont assez énormes, et notamment un impact sur, pas seulement le métier de développeur, mais notamment sur le métier de développeur. Alors, la question, c'est aujourd'hui, où on en est, en tout cas, est-ce qu'on est à un stade de démocratisation qui est assez avancé sur le métier de développement web? Est-ce que l'IA booste complètement le métier de développeur, ou c'est pas encore le cas général? Alors moi personnellement je suis convaincu que l'IA est à un stade où elle peut booster la créativité, et la productivité de nos tâches quotidiennes. Mais je pense qu'elle est mal comprise, mal utilisée dans le milieu de développement, et l'usage intuitif qui est fait est contre-productif, au point où je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre milieu qui s'y éloignent, ou qui au max ont Copilot qui est allumé pour autocompléter des lignes, quelques lignes. Alors pour ça, je peux parler d'expérience personnelle. Par exemple, moi, quand je suis arrivé à Edenred, certes, j'avais plus de 10 ans d'expérience, mais ils utilisaient une stack que j'ai pas utilisée jusqu'ici, c'est-à-dire .NET. Et l'IA m'a aidé à plonger dans le vif du sujet et être productif assez rapidement, parce que moi, j'ai utilisé l'IA pour faire les modifications, implémenter les features sur un langage que je connaissais pas avant. Donc moi, je pense que si on utilise correctement l'IA, elle peut booster notre productivité, ça c'est sûr. Ouais. Personnellement, je dirais que l'IA pousse en productivité, ça c'est sûr. Là où en revanche, l'IA par contre est moins conseillé, on va dire. Je dirais que c'est pour les jeunes développeurs plutôt, qui vont être surtout en utilisation de l'IA de façon excessive et qui ne vont rien comprendre à ce qu'ils font. Avant l'IA, on avait tout ce qui était
Stack Overflow, etc. On allait chercher nos données ou nos informations, ou quand on avait une question, on posait la question, on avait la réponse. Globalement, en tout cas, qu'il fallait adapter. Aujourd'hui, on dit à l'IA, écoute, fais-moi cette feature. Et il va faire un truc, mais est-ce que ça correspond? Est-ce que ça répond à tous les critères? Est-ce que ça va répondre aux critères de sécurité aussi de la société en elle-même? Souvent, c'est pas le cas. Je pense que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le développeur qui connaît déjà son métier au départ peut aller beaucoup, beaucoup plus loin avec l'IA. Là où, par contre, un développeur qui débute avec l'IA, ça ne veut pas forcément dire qu'il est meilleur. Il va juste galérer. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. L'output de votre IA dépend de l'input. La qualité de l'input définit la qualité de l'output. Donc, pour les gens qui ont de l'expérience, certes, ils l'utilisent un peu mieux que les gens qui n'ont pas d'expérience. Donc, pour moi, je pense que les gens qui veulent utiliser de l'IA tous les jours dans le développement, il faut déjà avoir des bons fondamentaux niveau développement. Et est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas un enjeu sur les formations dans le sens où on parlait du bon développeur, l'intelligence artificielle, elle est enseignée, je pense dans les formations actuelles. Est-ce que on va se retrouver avec de moins en moins de bons développeurs? Je dirais pas qu'il y a des bons ou des mauvais développeurs, honnêtement. Il y a des développeurs qui sont expérimentés, il y en a qui ne sont pas expérimentés ou qui n'ont pas les compétences que l'on attend d'eux. Il y a une petite nuance à apporter. Est-ce que l'IA doit être enseignée à l'école? Oui, bien sûr, oui, évidemment. C'est l'outil de demain. C'est comme en 2000, faut-il expliquer aux gens d'aller sur Internet? Voilà, aujourd'hui on est tous sur Internet, on est bien content. Là où par contre, il faut faire attention à ce qu'on enseigne, c'est il faut enseigner pour moi. D'après moi, il faut enseigner l'IA et il faut enseigner le développement. Et ensuite, il faut expliquer comment l'IA peut t'aider à aller plus loin dans ton développement. Il ne faut pas apprendre juste à coder avec l'IA. Tout à fait. Un des shifts qu'il y a en ce moment, c'est que l'utilisation de l'IA donne une illusion de compétence pour un débutant. C'est-à-dire que très facilement, tu vas pouvoir créer des fonctionnalités, même des applications entières. Et ça va donner une illusion de « Ok, d'accord, tu es à un niveau de développement qui n'est pas le réel. » Parce qu'en fait, dans le monde réel, il y a plein de edge cases, il y a des contraintes d'architecture, de charge, de scalabilité. Et ça, c'est des choses qui sont très difficiles pour un junior. En fait, c'est l'expérience qui ramène ça, c'est les fondamentaux qui ramènent ça. Et de prime abord, l'IA ne te donne pas tous ces éléments. Donc, c'est très facile de partir sur du code de très mauvaise qualité. Et donc, ce gap qu'il y a entre ce que je peux produire et l'expérience que j'ai peut être problématique pour l'industrie. Et donc, c'est très important de créer des formations et de former sur c'est quoi les limites et comment utiliser correctement pour que ça devienne vraiment l'outil que nous, on est convaincus que ça peut être. Oui, moi je pense pas que les développeurs vont devenir pires à cause de l'IA. Si on fait une analogie, est-ce que les médecins sont devenus pires quand la radiologie a été inventée? Je pense pas. C'est juste un outil comme un autre qu'il faut savoir utiliser de manière efficace. C'est toi, Hugo, qui en parlait, il me semble. C'était le développeur passionné, le développeur entre gros guillemets fainéant. C'est comme tu dis, c'est très vrai, il n'y a pas de mauvais, pas de bons développeurs, mais sur la notion de passionné, fainéant, je ne sais pas si tu peux revenir là-dessus. En fait, le bon développeur, le développeur passionné, le développeur fainéant, tout ça, c'est un peu le truc de quand tu es passionné, tu as envie d'aller plus loin. Que ce soit le dev, que ce soit la guitare ou le piano, on s'en fout. Quand tu es passionné, tu as envie d'aller plus loin. Quand ça te fait chier, excusez-moi pour le terme, tu n'as pas envie de le faire. Donc, si tu n'as pas envie de le faire, que tu aies l'IA ou pas l'IA, tu ne seras pas meilleur. Tu seras juste, tu feras les choses plus efficacement, tu partiras peut-être plus tôt. Mais ouais, du coup, est-ce que tu peux quand même passer entre les mailles du filet? Je sais pas si... Oui, bien sûr, tu peux passer entre les mailles du filet, mais pas toujours. Le jour, on a eu l'exemple cette semaine, je l'ai vu sur LinkedIn, j'ai beaucoup rigolé. ChatGPT est tombé. On a eu une erreur 404. Bon, ça arrive à tout le monde. Un site internet qui tombe, c'est pas nouveau. Par contre, ChatGPT qui tombe, LinkedIn qui s'arrête. Net.
plus personne qui réagissait sur LinkedIn, plus personne s'est parlé. Alors c'est pas forcément des développeurs, on est d'accord, mais ça pourrait être pareil si le développeur fait trop confiance à l'outil et oublie complètement qu'il a un cerveau et 10 doigts, en théorie, ça va se voir. Mais là, potentiellement, on est en train de revenir sur le fait qu'on disait que l'IA ne nous rendait pas pire développeurs. Avec cet exemple, on peut se dire qu'en fait, une utilisation excessive de l'IA pour des tâches, pour certaines tâches, de créativité ou d'intelligence, et à un point où peut-être, effectivement, vu qu'on ne fait pas de la pratique délibérée, peut-être qu'on devient pire. Et puis on peut passer entre les filets sans l'IA aussi. Hein. Ça arrive tous les jours. Hein. C'est vrai. Et c'est aussi du coup, au niveau des entreprises, il y a aussi une notion, comment dire, déjà de s'adapter avec l'IA, mais je pense que les entreprises, pas que les grandes, l'ont compris assez vite. Mais est-ce qu'il y a aussi cette notion de former les développeurs? Après, moi, je pense concrètement que les développeurs se forment aussi de leur côté, mais est-ce que les entreprises doivent prendre le pas de ce côté-là? Oui, je sais que personnellement, moi j'ai bossé chez Doctolib, ils sont à fond sur l'IA. Niveau formation, ils étaient aussi à fond. À Edenred, pareil, on fait les formations pas seulement pour les développeurs, mais pour les gens qui ne sont pas les développeurs aussi. Et c'est quelque chose que les entreprises prennent au sérieux. J'aime beaucoup l'analogie qu'il y avait au début sur l'Internet. C'est vraiment un outil qui va être partout dans le futur, dans le métier. Et donc, si on ne commence pas à se former dès maintenant, on va prendre énormément du retard et on va se rendre compte trop tard qu'il faut commencer à former. Donc oui, il faut le faire. Alors, il faut le faire, effectivement, mais ce n'est pas pour autant que toutes les boîtes le font. Moi qui travaille avec beaucoup de clients, je sais que l'IA, c'est souvent soit un sujet, c'est le diable, il ne faut pas s'en approcher, soit c'est la vie, et dans ce cas-là, il faut tout faire avec l'IA, mais on oublie l'humain complètement. Soit il y a aussi les entreprises qui sont au milieu et qui se disent l'IA, c'est le truc que les enfants ils utilisent pour faire le résumé plus rapidement pour les livres à rendre. Non, en fait non, c'est pas ça l'IA. L'IA, ça s'arrête pas juste à poser sa question sur ChatGPT, avoir une réponse avec 3.5. Ça, l'IA, ça va beaucoup plus loin, mais il y a beaucoup d'entreprises. Là en ce moment, je bosse chez ES, donc Électricité Strasbourg. L'IA, ils savent pas ce que c'est. Alors, ils connaissent le nom, ils connaissent ChatGPT et ils savent que Copilot, en théorie, ça fait des trucs. Ça s'arrête là. Quand ils ont une question, un truc débile de comment on fait ça sur Excel, moi, la première chose que je fais, c'est je vais sur Perplexity, je pose ma question, j'obtiens ma réponse, j'applique, j'ai gagné 3 heures de travail. Eux, ils me disent, je cherche sur Internet, je vais éplucher la doc de Excel, je vais éplucher tout ce qu'il y a, je vais demander à un tel, à machin, à bidule, à truc muche, ils n'ont pas leur réponse, ça fait 4 heures qu'ils sont dessus, ils se disent « Oh, hier soir, j'ai passé la soirée à réfléchir à mon truc, j'ai perdu 5 heures. » Ah non, t'as pas perdu 5 heures, t'es juste débile. Désolé. Après, un peu en leur défense, de mon expérience personnelle, je sais que toi, tu es plus expert sur le sujet, donc tu pourras complémenter, mais de mon expérience personnelle, utiliser l'IA correctement, c'est un processus pénible. Aujourd'hui, on ne peut pas faire entièrement confiance à l'IA, fermer les yeux et le laisser faire. Même quand on développe les agents autonomes, ils sont en vrai semi-autonomes. Il y a un processus qu'on appelle human in the loop. C'est-à-dire quand un agent travaille de manière autonome, à un moment où il arrive à un nœud où il ne va pas savoir, où on sait que peut-être il y a une probabilité qu'il va se tromper, on envoie une notification à un humain qui doit vérifier en fait ce qu'il a généré et de corriger s'il le faut. Donc on ne peut pas faire entièrement confiance. Même moi, quand je code, je ne l'utilise pas sur toute ma code base. Je définis le scope sur un fichier et je travaille sur un fichier. Moi, je ne le laisse pas aller dans tous les fichiers en même temps et je vérifie sans vérifier ce qu'il a fait. Je reviens sur les inputs, et c'est Hassan qui en parlait, et je refais du coup un parallèle avec la formation, mais c'est du coup la nécessité d'apprendre les fondamentaux et après de travailler avec l'IA. Exactement, ouais. Donc pour utiliser l'IA, il faut avoir des bons fondamentaux, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a des gens qui l'utilisent pour générer des applications entières. Certes, vous pouvez le faire, aussi vous partez d'une feuille blanche. Par contre, quand vous arrivez sur un projet existant avec une grande code base très complexe, vous ne pouvez pas utiliser l'IA de manière effective.
Oui, qui est, je pense, un cas le plus courant en industrie ou dans n'importe quel boulot. C'est rare qu'on te dise vas-y, commence depuis feuille blanche. Et même si tu es dans une situation où tu commences feuille blanche, bah, très bien, l'IA te fait ton POC, mais après, vas-y, on va scaler, on va machin truc, etc. On va avoir plein de features. Là, c'est pas ton IA qui va te prendre une bonne archi, ton infra, etc. Là-dessus, je suis pas trop d'accord. Alors, effectivement, je suis d'accord dans le principe où quand on arrive dans une boîte, généralement, le code existe, il est là depuis 10 ans, et ben, il faut faire avec. Donc, effectivement, faire avec, ça veut dire aussi se dire, bon, ben, je vais pas pouvoir foutre de l'IA de partout et me dire que de toute façon, elle va me créer tout le code. Ça pourrait être la mentalité presque d'un junior qui se dit, ouais, mais c'est bon, j'ai l'IA, je peux prendre un poste de lead développeur dans une boîte. De toute façon, avec l'IA, je vais y arriver. En fait, non. Parce que si déjà tu comprends pas le code de départ, que tu n'as pas l'expérience d'exprimer un besoin clair pour que le prompt te le comprenne, tu peux avoir toutes les IA du monde, tu es foutu. Là où par contre, je suis pas d'accord, c'est que effectivement, moi d'expérience, j'ai développé des applications de A à Z et je les ai faites aussi développer de A à Z par des outils d'IA. Franchement, le code alors il est pas meilleur leur que le mien. Mais par contre, il est bien plus efficace, bien plus rapide. J'ai pondu un site ce week-end en mode plateforme. Ça m'a pris 2 heures. Dans les 2 heures, j'ai créé le site internet, j'ai trouvé le concept, j'ai créé l'agent IA et j'ai automatisé ça. Donc, c'est quand même beaucoup plus confortable. Oui, ça c'est cool, mais parce que tu as des bons fondamentaux, tu as de l'expérience. Il y a une chose que j'arrête pas de dire. Moi, j'utilise pas l'IA pour écrire du code, c'est l'IA qui l'utilise moi pour écrire du code. Donc, c'est nous qui disons à l'IA quoi faire, et si vous n'avez pas les fondamentaux, l'IA ne saura pas deviner ce que vous voulez créer. J'adore vraiment ce parallèle. Quand je code avec l'IA, je sens, parfois je fais l'analogie avec une séance de pair programming, où l'IA c'est le driver, donc c'est celui qui tape le code, c'est moi le navigateur, c'est moi qui décide ce que je fais. Je me retrouve complètement. Ah, eh bien, écoutez, merci messieurs. On va pouvoir parler également des nouveaux outils, enfin des nouveaux outils, entre guillemets, c'est le no-code, le low-code. Oui, le low-code va forcément et le no-code vont forcément évoluer et grandir. C'est bien gentil d'être jeune développeur, de se dire ouais, j'ai envie de vraiment pondre du code, de faire mon code à 100%, tout ça. Je vais faire ma propre stack, je vais faire ma propre archi, tout ça, c'est cool. Au bout d'un moment, quand tu as un client, il a juste besoin que ce soit prêt. Si tu as un budget, je dis une bêtise, mais tu as un budget de 500 balles, t'as pas le temps de passer 1 mois sur ton archi pour que le site soit nickel. Tu as juste besoin de pondre le site rapidement, ou la plateforme, ou le SaaS, ou ce que tu veux. Tu as juste besoin que pour 500 balles, tu rentres dans tes chiffres. Là, le low-code, le no-code est ultra intéressant, d'autant que visuellement, c'est quand même beaucoup plus confortable que d'avoir des centaines de milliers de fichiers répartis n'importe où, d'un coup en Java, ensuite en JSP Servlet, ensuite tu as un petit peu de C#, puis ensuite tu as l'ancienne architecture, tu as aussi un petit peu de H2 au milieu, parce que tu as tes tests unitaires, tu t'en sors plus. Alors que si tu as juste les éléments visuels, c'est quand même beaucoup plus confortable. Mais je renie quand même pas mon métier de développeur au départ. Oui, moi je pense que les outils low-code, no-code sont très intéressants quand il s'agit surtout des agents. Parce que quand on fait de la programmation agentique, les patterns se répètent assez souvent. Et quand les patterns se répètent, les outils no-code, low-code sont assez intéressants pour ce genre de choses. C'est-à-dire que les outils comme N8N, par exemple, moi je les ai utilisés pour créer les agents, pour prototyper rapidement les agents autonomes. Longflow, qui est un outil aussi intéressant, qui est open source. Les outils comme ça se multiplient de plus en plus. Pour tout ce qui est programmation agentique, c'est intéressant. C'est disons la frontière ou la barrière ou la distance plutôt entre le code et le no-code se creuse beaucoup plus avec l'avènement des IA. Et ce qu'a dit Hugo me paraît une notion vraiment centrale pour comprendre les enjeux ou potentiellement les évolutions. Et c'est vrai, c'est que pour un développeur, produire du code, c'est aussi une fierté. Et du coup, déléguer ça à une IA qui, sur certaines tâches, va être plus efficace, et surtout si c'est outillé par des outils no-code, etc., où tu arrives plus rapidement au résultat utilitaire sans passer par l'étape de construction, bah, ça peut demander un shift sur certaines personnes pour lesquelles c'est vraiment un truc de fierté. Et donc, il faut accepter une sorte de dépossession.
Donc il y aura peut-être des problèmes, des applications, des choses sur lesquelles il y a toujours besoin du code, aussi sur des langages où par exemple il n'y a pas trop de points d'entraînement. Mais il va y avoir vraiment un changement de... En fait, moi, la fierté de mon quotidien, ça va plus être de taper le truc, mais plus de concevoir et de transmettre différemment. Après, si je peux dire un dernier mot, c'est pour rassurer les futurs développeurs. Sachez que il y aura toujours besoin de développeurs pour coder les outils de no-code. Donc pour l'instant, on a de la marge. Les systèmes qui font tourner le monde, ils sont beaucoup trop complexes. Donc le low-code, no-code, ça ne va pas remplacer ces systèmes-là. Même pour les IA aussi, finalement. Il y a besoin de personnes derrière. Pour l'instant. C'était une transition aussi, c'était avec à quoi va ressembler le développeur de demain. Mais je voulais juste faire une aparté, c'était sur le côté freelance de la chose. Est-ce qu'avec le fait des avancées du low-code, du no-code, est-ce qu'on peut voir de plus en plus de freelance qui ne sont même pas développeurs à la base monter? Alors oui, effectivement, on a une grosse concurrence quand on est indépendant. C'est tous les nouveaux qui se pensent surhumains parce que ça y est, ils ont découvert que ChatGPT, quand on le paye, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus pertinent. Ou même quand on paye les outils en général, que ce soit Make.com pour l'automatisation, que ce soit Leonardo, Midjourney ou d'autres systèmes pour automatiser les images, et qui est par exemple du OpenAI, du Mistral ou autre. Ouais, c'est cool, parce que quand on paye, on arrive à aller à plus de fonctionnalités, mais c'est pas pour autant que tu deviens meilleur en fait. Tu as juste plus d'outils. Si tu prends ta suite Office, que tu prennes la suite Office avec le pack de base ou avec le pack complet, tu peux faire beaucoup plus de choses avec le pack complet. Hein. Est-ce que tu es meilleur? Non. Donc quand on est indépendant, on a toujours le risque de se dire, tous nos clients auxquels on est habitué à avoir c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais un petit peu les clients faciles, les sites web à 500 balles, les trucs un petit peu à l'arrache, où on se dit, voilà, j'ai besoin de mettre un peu de beurre dans les épinards, je trouve un site à 500 balles, c'est bon, on n'en parle plus. Ceux-là, ils sont plus compliqués à trouver parce qu'ils se font attraper par toute la nouvelle vibe de jeunes freelances qui ont découvert WordPress plus Divi AI plus Make.com. Et là, du coup, c'est plus compliqué. Il faut aller chercher d'autres clients qui sont un peu plus difficiles à atteindre. Donc le freelance développeur devient un petit peu le freelance commercial. Et ça se fait. Oui, pour les choses simples, c'est sûr qu'il y aura des gens qui sont les fondamentaux pour en créer des choses, mais il faut savoir que le développement, c'est pas juste la création, c'est aussi beaucoup de débugage. Et le débugage, savoir comment débugger, ça vient avec l'expérience et une sorte d'intuition. Et certes, on peut débugger avec l'IA, mais dès qu'il y a un roadblock et vous n'avez pas cette intuition-là pour débugger, ça va devenir compliqué. Parfait. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie. Donc, c'est à quoi va ressembler le développeur de demain. Est-ce que il sera plus là? Est-ce qu'il sera encore là? Dans un futur proche, moins proche, à quoi en fait ça va ressembler le métier de développeur avec cette part de l'IA non négligeable? En tant que chef de projet actuellement et toujours développeur à côté, je dirais qu'aujourd'hui, le développeur de demain, ça va être un développeur multiprojet. On va plus avoir un développeur avec... par exemple, je prends un exemple tout simple. Une équipe chez Airbus qui a 500 développeurs pour maintenir un projet. Demain, elle va peut-être avoir 50 développeurs pour développer 100 projets ou 10 projets. Et en fait, c'est juste qu'on aura moins besoin, selon moi, d'avoir autant de nombre, de masse de développeurs. Par contre, on aura peut-être 10 fois plus de projets à lancer parce que l'IA fait qu'on peut aller plus vite, donc on peut faire plus de choses. Donc si on peut faire plus de choses, pourquoi ne pas aller faire d'autres choses? Donc pour moi, le développeur de demain, c'est un développeur multiprojet. Au même titre qu'un chef de projet de demain, c'est un chef de projet multiprojet. Oui, ça peut partir dans cette direction, ou bien on va dire que on n'a pas besoin d'autant de développeurs parce qu'un développeur avec l'IA, ça fait l'équivalent de 10 développeurs sans l'IA. Mais aussi, ça peut partir dans une autre direction. On se dit, peut-être avec le même nombre de développeurs, on peut faire plus de choses. Dans le futur, c'est juste le temps le montrera, quoi. Ouais, je suis plutôt... On invente le futur. Hein. Je suis plutôt de l'avis de Aslan parce que dans le cas du développeur multiprojet, c'est-à-dire il n'y a pas que la force de frappe, c'est-à-dire pouvoir générer du code, mais c'est-à-dire pour faire réussir un projet, il faut comprendre
profondément le métier et comprendre profondément comment est-ce que ce que tu codes apporte de la valeur au utilisateur final. Et ça, l'IA, elle ne peut pas te remplacer, je ne pense pas. Et du coup, travailler sur 10 projets différents, ça veut dire comprendre 10 complexités métiers différents. Pour moi, c'est pas ce qu'il a. Je vois plutôt une situation où soit effectivement le développeur de demain, c'est un vaut pour deux, ou alors, effectivement, vu qu'il y a plus de productivité, on peut faire plus de projets différents. Moi, j'imagine aussi un monde dans lequel il y a des spécialisations, comme si aujourd'hui on avait back-end, front-end. En fait, il y aura des gens qui seront purement spécialisés sur des outils no-code, à vraiment développer à fond des tâches entre guillemets triviales, mais qui restent utiles pour le marché. Tandis que des développeurs plus classiques, ça restera. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur le sujet, mais comme le temps file très vite, on va passer à la partie, l'aspect un petit peu géopolitique, parce que le mois de janvier a été fort en annonce. Outre la séparation de Villebrequin, il y a eu quand même quelques petites choses. Il y a notamment Trump qui a annoncé 500 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. Il y a eu le chat GPT chinois récemment, donc avec DeepSeek. Et l'Europe, derrière tout ça, on a quand même un petit peu, nous, du mal à s'en sortir. On arrive à censurer les gouvernements, mais on a du mal quand même. Bon, il y a Mistral, bien sûr, mais c'est quand même loin derrière la concurrence chinoise ou états-unienne. C'est sûr que niveau politique, en termes de force de frappe, on n'est pas au même niveau non plus. Les États-Unis, c'est 50 pays qui sont réunis et qui travaillent ensemble, on va dire qu'ils sont d'accord pour travailler ensemble. En Europe, on est combien 30 forcément, et puis on n'est pas d'accord pour travailler ensemble en plus. On n'est pas du tout d'accord pour travailler ensemble. Donc c'est compliqué. Et après, les Chinois, on va même pas en parler, mais les Chinois, ils n'ont pas le choix et ils sont tellement nombreux que c'est plus facile. Hein, et puis ils travaillent à 1 centime de l'heure, donc c'est facile. Donc forcément, leur modèle qui est sorti là, DeepSeek, je ne l'ai pas encore testé. Mais il coûte apparemment 50 fois moins cher, je crois. J'ai vu 100 fois moins cher. 100 fois moins cher, c'est abusif. Honnêtement, c'est sûr que nous, avec notre pauvre petit Mistral derrière, enfin s'accrocher. Hein. Mais parce que on a déjà entamé des régulations, mais il y a eu des investissements, mais avant de faire des investissements massifs. Alors la régulation, certes, c'est quelque chose d'important, mais est-ce qu'il ne fallait pas faire l'inverse je pose la question. Ouais. Alors, je ne suis pas expert dans le plan géopolitique. De mon point de vue, ce qui est important sur le cas DeepSeek R1, et qui peut vraiment signifier un changement, c'est qu'ils ont publié le modèle en open source. Et ça, c'est un changement monumental, parce que ça redonne le pouvoir aux développeurs. C'est-à-dire qu'avant, on avait une vision comme quoi l'IA générative, elle était prisonnière des grands groupes privés américains. Et du coup, pour combattre ça, il fallait investir énormément, etc., partir à la crosse, etc. C'est tellement d'argent qu'en fait, c'est fini, et OpenAI a gagné, ils vont contrôler le monde. Là, en fait, les chercheurs de DeepSeek nous montrent qu'en fait, il y a des manières astucieuses d'entraîner des modèles ultra puissants qui peuvent être utilisés par d'autres. Alors, évidemment, il y a de la controverse, et notamment le fait que OpenAI accuse DeepSeek qu'ils ont fait la distillation, c'est-à-dire ils ont utilisé les réponses du modèle de OpenAI pour entraîner leur propre modèle. Et donc, voilà, il y a des questions éthiques, probablement légales. Mais en tout cas, maintenant, on a une nouvelle voie plutôt technologique, plutôt tournée vers l'innovation, qui permettrait aux acteurs moins puissants comme l'Europe, comme juste les individus, open source, de utiliser ce pouvoir sans être à la merci de OpenAI. D'ailleurs, c'est possible aujourd'hui de faire tourner un modèle
très puissant sur ton ordinateur et l'utiliser comme chat à la place de ChatGPT. Je pense que toi, tu l'as utilisé. Alors oui, personnellement, je réfléchis beaucoup à ce sujet géopolitique, la place de l'Europe dans tout ça. Et en fait, on ne peut pas nier que l'Europe est vachement en retard sur ce sujet-là. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la première raison, c'est qu'on a des têtes en Europe, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens intelligents en Europe, en France, les matheux, les scientifiques, et c'est pas ça, c'est pas l'intelligence le problème. Le problème, c'est déjà on finance pas assez la recherche en France. Je suis pas en Europe, mais en France, on finance pas assez, je trouve. On fait des choses, mais c'est pas suffisant. Deuxième raison. Les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais il y a de la surrégulation, beaucoup de surrégulation. Comme moi, je viens avec un projet innovant, voir mon chef ou quelqu'un qui est chef de projet pour donner une idée innovante, la première question qu'ils vont me poser, c'est est-ce que c'est légal ? Les Chinois ne se posent pas cette question-là. Les Américains non plus ne vont pas se poser cette question-là. Et troisième raison, je pense qu'on ne collabore pas assez avec d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou Chine. Déjà, les États-Unis, ils ne sont pas intéressés à collaborer avec nous. Ce qui les intéresse, c'est de nous vendre leurs solutions. D'accord ? Ça ne les intéresse pas qu'on soit à leur niveau. Par contre, la Chine m'a beaucoup surpris, le fait qu'ils ont sorti R1 en open source. J'ai beaucoup apprécié ça. Et je pense que ça va changer le landscape de l'IA. Et je pense qu'on devrait beaucoup collaborer avec la Chine parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts à ce genre de choses. Je pense pas qu'ils l'aient fait parce qu'ils sont sympas. Ils l'ont fait parce que précisément, ça mettait un gros coup au monopole en puissance de OpenAI. Et c'est une excellente chose, même si bon, c'est pas ce que la Chine fait, mais c'est une excellente chose parce que, comme tu disais, OpenAI c'est de l'ordre du privé, que ce soit le modèle, ChatGPT, etc. Et ça met aussi un gros frein aux États-Unis. On est les plus forts, on est machin, etc. Donc je pense que c'est une excellente chose pour l'innovation et aussi pour les enjeux. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Je sais pas si Hugo, tu voulais rebondir. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter à part que, effectivement, si demain on arrivait à entraîner nos modèles en Europe avec des vrais fonds, hein, évidemment, comme disait Aslan, on n'a pas d'argent en fait. Le problème, c'est qu'on a tous les cerveaux, on le sait, tous les cerveaux européens partent à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'argent. Et on le voit bien, je parle pour la France par exemple, financièrement, on ne peut pas dire que nos salaires soient au niveau de ceux des États-Unis. Loin de là. Mais bon, après, on a d'autres avantages, je dis pas le contraire. En revanche, là où l'Europe, vraiment, effectivement, là, elle aurait un coup à jouer, c'est que si DeepSeek est effectivement accessible de façon simple, il faut l'intégrer. Hein. Mais je crois que l'Allemagne a déjà commencé à avoir des... je sais plus c'est quelle entreprise, mais il me semble que ça a déjà commencé. Mais le temps file. Écoutez, merci messieurs, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Du coup, on a un petit espace de questions-réponses.